Salut à tous, épisode 15 avec Corandon Alpecin cette fois. Évidemment, on a un petit peu changé la miniature, voilà, on rentre un peu dans un nouveau cycle. Troisième saison avec cette équipe, avec un menu un petit peu varié. Il y a de la planification un petit peu, parce que j'ai changé d'option sur 2-3 cas. Et puis un début de saison avec des courses qui sont pas fatalement très alléchantes quand on les regarde là sur ce que je vous ai écrit à la partie de droite, mais qui en fait dans la réalité vont nous donner pas mal de grains à moudre et de conclusions à tirer et d'enseignements, plus un petit tuto à la fin dans lequel je parlerai de l'installation de variants lorsqu'on n'accepte pas forcément la version par exemple de Paris-Nice ou de Tirreno qu'on nous a attribué par défaut de manière aléatoire. Le jeu il génère en fait, il génère automatiquement un variant, ça s'appelle comme ça, pour ceux qui connaissent pas le terme. Et je vais vous montrer exactement comment faire pour aller choisir celui qu'on veut, l'importer, etc. Ça c'est à la toute fin de cette vidéo, qui est peut-être en format un petit peu plus long que d'habitude. Voilà, c'est parti. Vous avez Remco Evenepoel auquel on s'intéresse là. J'ai fait une modification à son programme. En fait, normalement, il devait aller en électron sur le Tour de France pour aller un petit peu grappiller, aider, etc. avec ses caractéristiques du moment, puisque le bonhomme n'a pas encore vraiment progressé. C'est normal, on vient de l'acquérir, on vient de le signer. Donc, il n'a pas encore sa version définitive, celle qu'on espère tous pour dans X temps, X mois. Je fais des petits calculs pour en fait le recentrer sur un Giro et une Vuelta. Son premier objectif étant Tirreno. On va calculer encore une fois un petit peu les choses afin que le pic pour Tirreno Adriatico ne vienne pas interférer trop avec le pic qui arrivera après celui de préparation du Giro. Enfin, en tout cas, la préparation pour le pic de forme espéré sur le Giro. Donc, petit calcul par-ci. Vous savez que j'aime bien essayer de prévoir un petit peu tout ça pour simuler la date de déclenchement des pics de forme. Juste un mot par rapport au choix du Giro et de la Vuelta. A été suggéré par l'un d'entre vous. C'est vrai que je trouvais que c'était une très bonne idée au final. C'est pour ça que j'ai changé d'option par rapport à ce que je vous avais dit en fin d'épisode précédent. Parce que je me disais, allez, on va peut-être pas l'envoyer la première année sur le Tour de France. De toute façon, il n'aurait pas vraiment énorme à nous apporter, malgré ses notes physiques qui sont assez exceptionnelles. Donc l'équipe sera probablement assez forte pour remplir l'objectif du Tour de France sans lui. Autant s'amuser un peu, parce que le Giro, je le jouerai, et renforcer quelque part l'équipe qui est orientée autour de Sinchek. Pour ce qui est du général, je pense qu'on visera, pour rester raisonnable, faut viser pas plus haut qu'un top 10 avec Sinchek. Et s'il y avait le bonheur d'avoir une victoire d'étape pour Evenepoel, je pense que déjà le Giro il serait totalement positif pour nous. Donc ce sera un Giro 2016 aussi, j'en profite pour en parler. 2016, c'était une volonté, c'est pas un choix que j'ai subi, je suis allé le modifier. Je voulais le Giro 2016 parce que c'est un Giro que j'aime bien, avec notamment ce final où on fait une petite escapade dans les Alpes du Sud françaises. Giro remporté par Nibali, escapade par le col de Vars, pas dans le même sens que cette année sur le Tour de France, dans l'autre sens de parcours, avec aussi le col de la Bonnette, avec un retour ensuite par le col de la Lombarde, donc en fait la montée vers Isola 2000. On est dans la RPI niçois, on est sur des cols qui sont pas fréquentés très fréquemment par le Tour de France. Ça l'avait été par le Giro cette année-là, c'est sympa d'en parler. Un Giro que j'avais déjà proposé dans ma partie avec Andiamo Ragazzi, c'était l'année du triplé de Nibali, pour situer les choses, donc sur Pro Cycling Manager 2018. C'est un très joli Giro. Après, est-ce que c'est vraiment le profil de Giro qu'on pourrait souhaiter pour performer? Je vous avoue que je m'en fiche un peu. Quitte à me tirer une balle dans le pied et à me rendre les choses plus compliquées, je préfère choisir un Giro qui me plaît, sachant qu'un autre qui me plaît beaucoup, c'est le 2011. Et le 2011, il sera couru avec Astana.
dans l'année qui suivra pour Astana. Donc on essaie voilà, de varier un peu, pas jouer toujours les mêmes. En revanche, là vous voyez du Omen et du Galopin. Enfin, c'est d'abord Tony Galopin et après on va passer aux ajustements concernant Sam Omen, qui sera quand même leader de l'équipe sur au moins sur le Tour de France. Hein. Il participera à la Vuelta comme Tony Galopin. Ils ont des programmes assez proches, c'est pour ça que j'ai fait l'un puis l'autre. J'avais fait Omen avant, pardon. Et au final, le parcours, le profil donc du Tour de France, j'ai pas encore décidé. Vous êtes les bienvenus, ceux qui veulent me proposer un profil ou un autre. Vous n'hésitez pas, c'est comme toujours, j'aime bien avoir les avis, parce que moi-même des fois j'ai pas d'avis à l'avance, donc ça m'aide à choisir quelque chose. Voilà, donc déjà le 2019, le Tour de France 2019, on l'a déjà proposé avec la Groupama FDJ, même si c'était pas forcément exceptionnel, puisqu'on s'était limité à suivre l'équipe inscrite dans la réalité par cette équipe. Donc pas d'Arnaud Démarre, pas de Madouas, pas de gens qui auraient pu comme ça peut-être rendre la partie un peu plus rigolote, outre le fait qu'on était en course simple et non pas en mode carrière. Et en revanche, Astana, je vous l'ai proposé il n'y a pas longtemps, pour 2019 également, là qui était carrément beaucoup plus rigolo, puisque on avait pu se préparer d'une part, ça joue énormément pour les formes du jour, et en plus de se préparer, eh bien évidemment, on avait aussi choisi nous-mêmes l'équipe, pour avoir une équipe qui peut jouer sur plusieurs tableaux. 3 petits points, on a vu ce que ça a donné. Je finis mon planning, là, vous voyez, toujours l'histoire où on a trop de coureurs inscrits à un endroit, pas assez, il y a des courses qu'on veut abandonner. Gros crève-cœur pour moi, je m'étais inscrit sur le Tour du Var. J'avais envie de cette arrivée au Mont Faron qui m'est un petit peu cher. Et puis au final, j'avais personne de disponible. J'avais pas de coureurs suffisamment nombreux pour s'inscrire au Tour du Var. Et donc, allez, je vous le dis déjà à l'avance, puisque ça n'a aucun impact, ça spoile rien. C'est Thibaut Pinot qui va le gagner le Tour du Var en simulation dans cette partie-là. C'est rigolo, hein, le petit clin d'œil, Thibaut Pinot, comme en 2019, ce qu'on a vécu là. Sauf que là, nous, on est en 2021. En 2021, sur Down Under, hein, puisque c'est ce que je simule actuellement. On a eu un blessé, c'est dommage, le petit Guénaud là. Mais il reviendra vers la fin février, heureusement. Donc on l'aura quand même pour la suite. Domination de Viviani, très clairement, sur les 3 premières étapes de Down Under, sur laquelle le plateau est joli. Hein. Il y a de vrais beaux inscrits sur Down Under. Le Lian s'est pas moqué du tour initial, premier tour World Tour classe A de la saison. Alaphilippe a pris le maillot à la 4e étape, qui était une finale en descente, hein. Assez intéressant. Je l'avais joué avec Astana dans les premiers épisodes là, et on avait vu que c'est vrai qu'Alaphilippe avait le profil parfait, hein, pour emporter cette étape. Il avait pris le maillot dans la foulée, donc ici là, et on se retrouve quand même à aller disputer, même si notre équipe elle est extrêmement modeste, elle est autour de l'ami Sinchek, parce que pour avoir la garantie d'un pic de forme dans de bonnes conditions pour le Giro, très simplement, j'ai choisi de placer assez tôt dans l'année le premier pic. Je l'ai mis pour Sinchek et pour nombre de ses équipiers. Je l'ai mis sur le Tour des Émirats, plutôt que viser Tirreno ou Paris-Nice, qui aurait pu à l'arrivée me créer un décalage de pic dont je ne veux pas, surtout que pour Tirreno et Paris-Nice, j'ai déjà d'autres leaders. Donc il y aura peut-être présence de certains équipiers là qui sont présents sur Down Under, mais vraiment pas de manière prépondérante. Bon, toujours avoir des surprises, hein. Allez, on est dans l'ascension finale vers Willunga Hill. C'est le 2e passage donc, hein. On a plutôt bien résisté jusqu'au moment où les plus costauds, et c'est Uran qui va s'imposer, les plus costauds, il suffit de voir les noms, on voit bien qu'on n'était pas réellement invités. Donc déjà le top 15 sur l'étape pour Sinchek, c'est plutôt pas vexant. Ça prouve qu'au moins déjà on était à la bataille. Et puis au général ça va être aussi du même acabit, hein. Ça va être voilà 12e. Victoire d'Alaphilippe sur le classement général de ce Down Under. Alaphilippe qui démarre très bien
sa saison. Ça fait plutôt plaisir. Voilà, après un Viviani quand même qui a été relativement intouchable. Hein. Vivienne, donc de Koenig Quick-Step qui commence cette année de manière assez formidable. Je crois 5 victoires sur 6 ou quelque chose comme ça. Dans la foulée, il y a toujours ce petit rendez-vous que j'aime bien. C'est la Cadel Evans classique du côté, donc on reste en Australie, hein, très clairement, un hommage à l'ancien vainqueur du Tour de France 2012, Cadel Evans, a donné ensuite son nom à cette classique dans laquelle il a des responsabilités. Et c'est pas une classique, alors c'est vrai que Cadel Evans c'était un rouleur grimpeur un peu, hein, on pouvait dire, un peu comme allez, en son temps, un genre de mélange entre Roglic, Dumoulin, ou Michael Rogers, enfin on peut penser à des noms comme ça. Sauf que il a quand même fini par en avoir un, le Tour de France, Cadel Evans. Mais la Evans classique, elle a rien à voir. Elle a rien à voir avec quelque chose qui s'adresserait éventuellement aux grimpeurs. C'est plutôt quelque chose qui se règle au sprint, sauf si un puncher a réussi à faire une différence. Là, vous avez vu, j'étais sur c'est McCarthy qui va s'imposer. Ce sera l'occasion de voir le nouveau maillot du sponsor qui a pris la suite dans la partie de Mickelton Scott. C'est la Commonwealth Bank. Et le maillot est plutôt pas vilain. Je trouvais que c'était, pour le coup, vous voyez, un truc qui s'est passé automatiquement, un changement de sponsor. Voilà, on aperçoit le maillot un petit peu sur McCarthy. Bon, sympa. Donc, Mathieu Van Der Poel nous pose un problème. Il n'aime pas son entraînement avec le célèbre mais sale, je s'en fous complètement, Joop Zoetemelk. Et c'est vrai que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix quand je vois 3 étoiles, je sais que ça va chuter encore. Et ça pourrait mettre en danger les progrès qu'on espère au niveau de l'entraînement pour Mathieu Van Der Poel. Donc à partir de là, on va pas prendre de gants, on va aller recruter quelqu'un d'autre, toujours dans la spécialité qui convient à Mathieu Van Der Poel. D'ailleurs c'est marrant, petit clin d'œil, Eric Van der Harden, ça doit rappeler des choses à certains, hein, très clairement. Du coup, petit transfert d'entraîneur pour ceux qui étaient mécontents. Ce qui m'a aussi décidé, c'est que Sénéchal n'était pas content, Vermeersch est aussi mécontent depuis un bon moment. Bref, il fallait passer à quelque chose d'autre par rapport à l'entraînement. C'est un peu honteux de le faire au détriment d'un Zoetemelk qui est quand même une légende du cyclisme, mais bon, voilà. À ce moment-là, j'ai modifié des variants. Et donc, comme je vous le disais au tout départ, pour Paris-Nice et Tirreno, les variants en question, je reviens sur leur installation en fin d'épisode. Comme ça, ceux qui savent, ils peuvent passer à autre chose. Et puis ceux que ça concerne, ceux que ça intéresse, vous êtes certains à m'avoir demandé. Hein. C'est pour ça que je l'inclus dans un épisode comme ça en fin d'épisode, comme je l'avais fait l'épisode précédent également pour un autre type de tuto. Je vous montrerai exactement comment j'ai fait. C'est assez facile au final, il faut juste savoir le manipuler. Bon voilà. Tour des Émirats, étape 1, c'est un contre-la-montre de 17 km sur lequel on n'est pas favori. On n'est vraiment pas favori puisque quand vous regardez les noms alignés, on est un peu sur une mini répétition par rapport au Giro, hein, très clairement. Hein. C'est pour ça que je le joue, hein, ce Tour UAE. Hein. Même si au Giro, normalement, on aura tous nos jeunes, et l'équipe, elle est jeune, on aura tous nos jeunes qui auront progressé, parce qu'il y aura eu des périodes d'entraînement, des périodes de course, un petit peu entremêlées, mais qui, à mon avis, permettront d'avoir eu les progrès de certains d'entre eux. Du coup, l'équipe sur le Giro, elle ressemblera beaucoup à ce qu'on a pu voir, à ce qu'on peut voir sur le Tour des Émirats Arabes Unis. À ceci près que, à mon avis, on aura quand même un meilleur comportement. Là, on s'en sort 14ème. Bon, il n'y a pas non plus scandale. On perd que 33 secondes, ce qui n'est pas non plus la fin du monde. Mais encore une fois, ils sont pas là pour rouler. Hein. Sur cette équipe-là, je joue pas la victoire sur Tour UAE, hein, très clairement. Et puis je pense que tout va se jouer à la pédale entre les favoris. Il y a Dumoulin qui est là, il y a Egan Bernal, il y a comme ça pas mal de gens. Par contre, Kruijswijk, lui, il a été lâchement abandonné par son équipe, parce que c'est quand même un truc qui mérite d'être signalé, c'est amusant. Demirel, qui a été rappelé pour aider Kruijswijk, en fait, on va l'aider. Regardez, je vais l'aider un peu, parce que quand même ça fait de la peine. Je vais l'aider en allant, voilà, effectuer le rapproché. Mais Demirel, lui,
il a attendu, tranquille, Cresswake, mais en roulant 10 secondes devant. Ce qui ne sert à rien, donc en gros. Et en plus, comme il s'est épuisé de Mirel, bah forcément, il lâche. Et pauvre Cresswake se retrouve avec notre Verscave qui au final n'est pas capable de lui apporter grand chose. Et puis de toute façon, on n'a aucun intérêt à relancer Cresswake. Et de toute façon, à deux comme ça dans le désert, pour reprendre un peloton, plus on se rapproche de l'arrivée, plus c'est mission impossible. Donc déjà, c'est le petit clin d'œil, c'est l'IA qui abandonne, qui abandonne son leader. Jumbo-Visma, pas très bien joué sur ce coup-là. C'est pas vraiment ce qu'il nous montre, hein, de manière générale, il nous montre plutôt des jolies démonstrations sur le plan tactique. On est encore dans le coup, même si rien n'est décidé, hein, au terme de l'étape 2. Ce qui va compter surtout, c'est l'étape 3 et l'étape 6. Parce que les 4 et 5, a priori plutôt dévolus à des sprinters, mais on peut avoir des surprises. Donc étape 3, avec cette arrivée, est-ce qu'on doit appeler ça une côte ou une petite ascension? Je pense que la vérité se situe quelque part entre les deux. L'occasion de signaler quelques mouvements de l'intersaison, parce que j'avais pas pu tout dire dans les épisodes précédents par rapport au transfert. On a par exemple Groenewegen qui est passé chez Movistar. Movistar qui a vraiment sorti le chéquier, puisque quand dans le même temps ils ont prolongé un Alejandro Valverde vieillissant mais encore présent, ou un Quintana, ils ont été prolongés, pas à grands frais, mais ils ont quand même été prolongés en sortant l'argent qu'il faut. Ils sont quand même aussi allés chercher Dan Martin, ils sont allés chercher Bob Jungels, ils sont allés chercher Rohan Dennis, ce qui fait qu'à l'arrivée, tout en conservant, il y avait certes les Carapace qui étaient partis chez Quick-Step, c'était la saison précédente, mais à l'arrivée, Movistar, sacrée équipe là en 2021, il n'y a pas vraiment de cohérence dans le recrutement, mais ça, on a l'habitude. Mais par contre, au niveau des gros noms, il y a ce qu'il faut, il y a vraiment ce qu'il faut. Vous voyez que par exemple, notre Remco, à ma grande surprise, il a tenu comme Sinchek au final sur cette étape 3, alors qu'on aurait pu penser que vu les notes de l'un et de l'autre, Sinchek aurait pu et peut-être dû mieux résister, mais bon, le jeu a considéré que c'était du vallon. À partir de là, Remco a peut-être davantage résisté que ce qu'il ne l'aurait fait si ça avait été considéré comme terrain montagneux. On passe ensuite à une étape qui est jolie, je trouve, dans sa conception. Sur le final, elle est jolie parce qu'il y a quand même un final qui est relativement vallonné et qui termine en plus avec une micro-boss, permet au final à un puncher de s'imposer sur cette étape. Donc elle est pas inintéressante. Honnêtement, elle est pas inintéressante comme peuvent l'être d'autres de cette période-là de l'année, surtout si on va sur le Tour d'Oman, si on va sur pas mal de courses là où au final quand même on s'embête un peu parce qu'on n'a pas nos mecs sous pic de forme, on n'a pas vraiment d'objectif, et puis on se retrouve là face à des Viviani, face à des Groenewegen, face à des sommités du sprint qui vont comme ça vous... Voilà, même eux ils sont pas en pic de forme, ils sont juste en prépa, mais ils vous démontent quoi. Du coup, des étapes parfois qui peuvent être moins rigolotes, et vous avez vu cette étape 4 qui était vraiment accessible à un puncher, c'est Egan Bernal qui va la prendre. Déjà une deuxième victoire pour Egan Bernal sur ce tour UAE, c'est peut-être pas fini, peut-être pas fini du tout. Ensuite une étape, justement, du même acabit que celle que je décrivais juste avant, c'est-à-dire les étapes où il se passe pas énorme et au final, même vous, vous pouvez pas tenter des trucs vraiment. Bon, allez, en plus l'équipe là est pas hyper forte. C'est juste l'occasion de voir un peu les rapports de force entre sprinters. Et c'est ce qu'on va voir immédiatement avec une présence quand même non négligeable à l'avant d'un Marc Sarro. Arnaud Desmar n'est pas si loin. On a comme ça voilà un joli plateau. Évidemment c'est Groenewegen qui gagne. Pourquoi est-ce que je dis évidemment? On a l'habitude, mais quand même. Puis là, je suis le 28 février, vous voyez la date en haut. Gaffe au pognon, parce que si je fais pas un choix tout de suite, je vais continuer à payer quelqu'un un peu pour rien. Ce quelqu'un, c'est le malheureux, l'infortuné pour notre partie, Zoetemelk. Je vais donc transférer tous les coureurs qui sont en entraînement moderne
puisque les salaires se payent le 1er mars. Hein. Donc si je licencie pour l'équivalent de 12 000 et quelques euros Zotemelk, dont je n'ai pas réellement besoin au final, hein, c'est juste fâcheux de le libérer parce qu'il a un nom. Hein. Mais au final, il est interchangeable avec un autre coach. Et puis surtout, il y a eu lassitude avec certains coureurs. Et donc à partir de là, j'économise 12 000 avant de passer au 1er mars. Parce que sinon, je sais que je pourrais avoir des difficultés financières. Et je pensais être à l'abri. Je pensais, vous vous souvenez, après le Tour de France, là, qu'on serait tranquille, le Tour de France de l'année précédente. Parce qu'on avait pris une grosse somme qui pouvait nous sauver. Et en final, pas vraiment. Pas vraiment, parce que comme j'ai dû recruter j'ai dû renouveler des coachs. Chaque fois qu'on recrute un coach, on paye 2 mois de salaire. Et ensuite, il faut payer le salaire. Donc déjà, rien que cette contrainte-là, elle m'a empêché de recruter des coachs de niveau mythique, comme j'aurais aimé le faire et comme je le fais avec une équipe World Tour en général. Chez Astana, je prends du mythique. Je prends pas de l'international, surtout pour les stars. Et ben là, j'ai dû être modeste. Voilà, gérer le budget. Vous avez vu, Mikel Landa, il est chez AG2R. Ça s'invente pas. D'ailleurs, son attaque a provoqué une grosse accélération des favoris alors qu'on s'était un petit peu endormi dans cette longue ascension de l'étape 6. Moi, ça m'arrangeait bien hein, qu'on s'endorme. J'aurais aimé que ça se réveille vers la toute fin. Comme ça, j'aurais limité la casse au maximum avec Evenepoel et avec Sinchek. Mais limiter la casse au final. Mais espérer autre chose que limiter la casse, non, c'est pas le moment. Donc on voit bien que Egan Bernal, vous l'apercevez avec son joli maillot jaune là devant, il est toujours aux avant-postes. Simon Yates va prendre la 2e place. Un Tom Dumoulin aussi vient faire 4, hein, ce qui est pas ridicule. Et puis Sinchek s'est accroché comme il a pu. Evenepoel se prenant une petite cassure, mais n'étant pas ridicule au final, puisqu'il arrive dans un flot de coureurs. Bon, là encore, il n'y a pas de drame. Il y a juste des constats, c'est qu'au final, bah oui, on n'est pas invité. On n'est pas invité, mais est-ce que c'est une surprise? Non. Par contre, il y a un enseignement. C'est que Bernal, ça risque d'être encore une fois le concurrent principal de Mathieu Van Der Poel pour l'homme de l'année. Parce que quand bien même on réussirait des performances incroyables sur classique avec Van Der Poel, Bernal, s'il participe au Giro déjà pour commencer, s'il participe au Giro, je ne vois même pas comment est-ce que quelqu'un pourra lui résister. Surtout que l'IA, elle envoie pas nécessairement les meilleurs leaders sur le Giro, en tout cas dans chaque équipe. Donc si Bernal va sur le Giro, déjà il a un Giro. Et puis après, il va falloir voir un peu sur Tour de France, Vuelta, qui est envoyé du côté de chez Ineos. Mais pour moi, Bernal, intouchable. En vérité, là, en 2021. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est qu'il a même pas atteint les notes, vous savez, le 85 de montagne auquel on a pu assister dans la partie avec Astana, où au final, son 85 de montagne, il est arrivé très rapidement. Parce que au final, les résultats de l'entraînement, même quand il s'agit de l'entraînement par l'IA, les résultats, ils restent quand même aléatoires. Il y a toujours un facteur aléatoire. Un jour, il va falloir que je fasse. C'est prévu depuis longtemps, mais j'ai toujours pas réussi à trouver le temps et la sérénité pour le mettre en place. Mais un épisode spécial progression d'entraînement. Parce que ça, c'est une vraie question dans Pro Cycling Manager. Petit remerciement à Moiro, hein, parce que son maillot, puisqu'on aperçoit Mathieu Van Der Poel, on est sur Omloop, Head Folk, on est sur cette course qui est la première vraiment sérieuse pour Mathieu Van Der Poel. Vous voyez que le petit maillot de champion du monde, il est juste mignon là, hein, Corendon Alpecin. Je lui ai demandé exprès le petit cuissard blanc parce que je voulais le petit clin d'œil à d'autres parties. Je pourrais mentionner Alaphilippe avec De Koenig sur PCM 2018, ou bien encore Gianni Moscon ou Vincenzo Nibali toujours sur PCM 18. Je trouve que ouais, le champion du monde avec cuissard blanc comme ça pète. Ça, c'est vraiment joli. C'est pour ça que je lui ai demandé ça. Ensuite, on est quand même sur une course intéressante. Hein. Mur de Grammont, mine de rien. Hein. C'est là qu'on va essayer de provoquer les choses. Hein. Mur de Grammont, c'est l'occasion pour notre lieutenant favori, j'ai nommé Dylan Van Baarle,
d'accélérer. On voit que Sénéchal a pris une petite cassure. On va demander à Sénéchal de rester tranquillement avec tous ceux qui vont indéniablement se lancer à la poursuite de Mathieu Van Der Poel et de Dylan Van Baarle sans tarder. Van Moer, c'est pareil. Van Moer, tu te calmes. Tu vas surtout pas nous ramener des concurrents voilà, dans les pattes. On va laisser travailler devant Van Baarle et Mathieu Van Der Poel. On verra bien ce que ça peut donner. Donc on est dans la dernière difficulté, secteur pavé montant mais beaucoup moins violent que le mur de Grammont qui avait précédé. On voit un Craig Anderson qui travaille dur pour Moreno Offland dans sa roue. On a aussi la présence, plateau est pas supra relevé, mais il y a quand même des coureurs qui pourraient nous contester la victoire, hein, assez simplement. Hein. Donc, et puis c'est jamais évident de conclure ces courses-là, de les conclure en solo ou en échappée, de manière générale. Vous voyez Tyler Finney aussi. On a aperçu aussi Edward Tuns. Voilà. Il y a donc des concurrents. On a aussi le Movistar Roulance qui est toujours présent hein, sur ce genre de rendez-vous. Bon, Mathieu Van Der Poel va s'imposer. Ok, on n'a pas tremblé réellement. Mais quand même, voilà. Je ne regrette pas de m'être échappé dans le mur de Grammont. Parce que sur ce home loop, ça semble être une arme assez décisive que de pouvoir s'échapper dans le mur de Grammont sur le dernier passage, bien sûr. Et ensuite essayer de terminer assez de manière costaude. Voilà. Dans la foulée, donc petit record au passage, 3 victoires sur home loop, il égale d'autres coureurs, notamment Peter Van Petegem. Ça nous rappelle d'autres années. On enchaîne avec Kuurne, Bruxelles-Kuurne. Alors, sans doute inspiré par l'étape 17 de la Vuelta à laquelle on a assisté mercredi 11 septembre, donc moi je parle le jeudi. Donc hier pour moi, peut-être demain ou après-demain pour vous, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Sans doute inspiré et peut-être même envoûté par l'attitude de la Deceuninck Quick-Step sur l'étape 17 de cette Vuelta. Scénario improbable avec une vitesse moyenne incroyable sur 220 bornes, échappé dès le 3e kilomètre. Enfin, on n'a pas de superlatif pour ce type d'étape qui était apparemment une étape facile et au final ça a borduré de partout. Donc moi je vais essayer de provoquer quelque chose sur ce Kuurne, Bruxelles-Kuurne pour une raison bien précise. Et c'est pour ça que le résumé est plus long que ce que je peux vous proposer d'habitude sur du Kuurne, Bruxelles-Kuurne. C'est parce que en fait la course a eu de multiples rebondissements et surtout on a essayé de durcir. Et d'ailleurs que vous essayez de durcir, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Il y a différentes phases dans la course et notamment là par exemple quelqu'un sur qui je comptais énormément, mon lieutenant Van Baarle, qui, victime de crevaison, se retrouve distancé. Alors évidemment, Nieuwenhuis aussi, hein, il est distancé. À la limite pour Roy Jans, c'est moins grave. Sénéchal reste pas trop loin de Van Der Poel, donc ça va. Vermeersch, on sent que c'est beaucoup trop dur le vieux Quarmont pour lui. Du coup, un petit dilemme, c'est que vu que Van Baarle a du mal à rentrer, est-ce que j'ose rouler devant pour essayer de continuer à faire souffrir? Vous voyez, un Viviani là qui s'accroche. Et c'est pour ça aussi que j'ai provoqué des choses. Il y a un Philipsen aussi qui s'est fait lâcher. Philipsen, la recrue star pour remplacer Groenewegen chez Jumbo Visma. C'est sympa comme recrue Jesper Philipsen. On se souvient qu'il avait été trop cher pour nous, hein, sinon je l'aurais pris. Mais on n'avait pas les moyens. Et vu nos problèmes financiers, je ne regrette pas de n'avoir surtout pas cherché à forcer un petit peu les choses, puisqu'on sait qu'on peut un peu dépasser le budget au final, contrairement à d'autres, à ce qu'on pouvait faire avant sur Pro Cycling Manager. Donc, au final, Van Baarle va recoller, et regardez, pile au moment où je tente quelque chose avec Van Der Poel, en espérant ensuite une possibilité de contre pour Florian Sénéchal ou Van Baarle au cas où on se ferait reprendre, patatras, encore une chute. Chute dans laquelle sont impliqués d'autres coureurs et notamment aussi le dénommé Philipsen, parlé juste avant. Du coup, Jumbo Visma va devoir travailler
pour faire remonter Philipsen, ce qui laisse un espoir pour Van Baarle. Parce que contrairement à Omloop précédemment, j'ai pas réellement décidé de qui je veux voir gagner sur ce Kuurne, Bruxelles-Kuurne. S'il y a moyen de partir en costaud sur la fin avec Sénéchal ou Van Baarle, je me l'interdisais pas. Après, évidemment que la valeur sûre, c'est Van der Poel. Hein. Mais voilà, il y avait cette idée-là d'essayer de voir qui pourrait éventuellement aller chercher cette victoire. Et bon, il va y avoir finalement retour, voilà. Sous l'impulsion, il y a eu un gros boulot des Jumbo-Visma. Hein. Philipsen est revenu, Van Baarle est revenu. On peut refaire un peu travailler, parce que du coup, j'ai un peu changé d'option en voyant l'évolution des barres. Et puis, il y a une accélération. Il y a une accélération dans le final. C'est ça qui est génial, en fait, sur cette course. C'est que ça finit de manière hyper nerveuse. Et moi, ce que je veux à tout prix éviter, c'est que Viviani, Philipsen ou bien Sam Bennett, un très bon sprinter, ces trois-là, mais même un Christophe Laporte aussi, qui a des notes au sprint qui sont comparables avec Mathieu Van der Poel, je veux éviter de me faire damer le pion en fait par l'un de ces gars-là. Et donc au final, départ là comme ça, comme on l'aperçoit de Boassenhagen et de quelques-uns, Luke Rowe aussi est assez nerveux dans cette fin d'étape. Le départ de ces gens-là, moi ça m'arrange, parce que ça peut provoquer des cassures, et puis je peux aussi essayer de faire recoller Van der Poel à ces hommes-là, donc on va essayer de rouler pour les reprendre, en espérant qu'on ramène pas trop les tout meilleurs sprinters, sans se faire trop d'illusions non plus, hein, parce qu'on sait que ils lâchent pas la roue, hein, en général, hein, les Viviani et consorts. Hein. Donc allez, c'est peut-être le moment là, Rowe à attaquer. On a la possibilité ici, regardez, de recoller grâce à Mathieu Van der Poel. Je pense que ce serait peut-être le moment. Ça a cassé, hein. Ça a cassé, le peloton, entre guillemets, a cassé. C'est peut-être le moment de contrer. Donc je vais essayer de contrer à ce moment-là. Essayer de contrer de façon un petit peu incisive, mais tout en gardant un peu de barre pour conclure. Parce que si c'est pour contrer et terminer à l'agonie et se faire passer sur la ligne, ça sert à rien. Regardez, il y a Rowe qui est rentré. Il y a Boassenhagen. Ça va se jouer à 3. Ça va se jouer à 3 avec vraiment une incertitude absolue. Regardez, entre Boassenhagen et Van der Poel, qui est-ce qui gagne? Honnêtement, on a gagné, mais il n'y a pas de quoi non plus pavoiser. Disons que le plan a fini par marcher, mais j'étais quand même à 2 doigts de me faire sauter sur la ligne par Boassenhagen. Donc bon, voilà, petite expérience sympathique. Et puis voilà, c'est fini pour les courses. On va passer à ces fameux variants. On s'intéresse là aux variants. Alors en fait, quand on regarde un petit peu ce qui nous a été prévu par le jeu, par défaut, on s'aperçoit que, évidemment, c'est Paris-Nice 2019. Je dis évidemment parce qu'il n'y avait pas le choix entre beaucoup de versions. Hein. C'est Turini, puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui sont mises par défaut sur la database de départ du jeu. Donc Paris-Nice 2019 et Tirreno. Alors Tirreno, ça fait plus penser au 2018 avec... Oui, c'est ça. 2018 avec cette fameuse étape 5 là qu'on a joué à peu près 200 fois avec les tentes autour. Donc à partir de là, petit check sur quelque chose qui est toujours précieux. On remerciera jamais assez la WorldDB qui elle par contre propose énormément de variants. Alors c'est parti, voilà, créer une partie. Je fais pourquoi est-ce que je fais ça? Très simple, c'est pour aller choisir mon variant. Je choisis mon variant. Donc on remonte Paris-Nice. Vous voyez par exemple, c'est là vous avez 2019, 2000. Alors il y a des variants aussi qui ont été créés par des personnes. Hein. Voilà, 2018, ok, 2017, 2016, 2015, etc. etc. Donc par exemple, ce qu'on pourrait choisir qui pourrait être amusant, et que c'est arrivé à Fayence éventuellement. Non, je vous l'ai déjà proposé il n'y a pas si longtemps que ça. On va essayer de pas doublonner.
Est-ce que 2015 peut-être ferait davantage l'affaire avec ce petit contre-la-montre final au col d'Aise là, ça c'est plus amusant entre guillemets, voilà, avec cette jolie étape aussi qui arrive à la croix de Chaubouré. Donc voilà, mettons, on va choisir Paris-Nice 2015 pour l'un, et pour l'autre, pour le Tirreno, on va aller chercher le 2013. Il m'a été très très justement conseillé par certains d'entre vous. Donc on a toujours l'habitude à le petit prologue final à San Benedetto del Tronto, ça c'est habituel. Auparavant il y aura eu une étape pour sprinter, une étape relativement pour sprinter, à part si un puncher arrive à dynamiter tout ça, un énorme mur arrivé à Prati di Tivo, ça va faire plutôt mal l'histoire, et ouais, ça c'est plus accessible à la limite pour un puncher qui aurait résisté aux deux ascensions monstrueuses, notamment le Passo Lanciano. L'arrivée, elle est sympa, sympa. Et que dit l'étape 6? Elle dit qu'il y a encore des petites choses à faire. Donc scénario à prévoir, plutôt sympa. Et maintenant, il s'agit de réaliser ce changement de parcours. Donc, plusieurs étapes. D'abord, identifier quelle est l'année qui a été choisie par le jeu pour avoir la vérification qu'il s'agit bien pour Tirreno de 2018, c'est le cas, et pour Paris-Nice de 2019, c'est le cas également. Donc ça, c'est en ouvrant la partie, moi j'ai pris Fast PCM Editor, si d'autres préfèrent Lachis ou Lachis Editor, chacun son truc. En tout cas, évidemment, ça demande d'aller chercher les bonnes courses, les bons variants, parce qu'en fait, ils sont pas installés par défaut. Je l'ai dit précédemment, je pense. Donc, ils sont pas installés, il faut aller dans Workshop, et ensuite dans le Workshop, il faut aller chercher normalement les petites dates de modification à vous trier par date, vont vous permettre de trouver les profils et les variants concernés. À partir de là, il faut descendre, il faut aller sélectionner tout ce qui nous intéresse, donc ça n'est pas un scoop, hein. Vous allez sélectionner tout ce qui vous intéresse. Donc là, je suis évidemment dans un premier temps par rapport à du Top Nice, hein, c'est comme ça qu'ils appellent Paris-Nice en fait. Cherchez à chaque fois deux fichiers correspondant à chaque étape, voilà, ils apparaissent. Et puis évidemment, il faudra ensuite faire le même travail avec Tirreno Adriatico, puisque on veut modifier les deux et autant faire les deux en même temps. Donc on va sélectionner ici toutes les 2013 de Tirreno. Voilà, chose faite. Je fais un peu de montage, hein, vous en doutez, je clique pas aussi vite que ce que ça apparaît à l'écran. Donc on va attraper tout ce qui nous intéresse. Il y a 7 étapes à prendre, copier Paris-Nice et Tirreno qu'on vient de sélectionner. Là, il y a donc 14 et 16, il doit y avoir 30 fichiers qu'on va aller ensuite recopier au bon endroit. Le bon endroit pour moi qui ai créé cette partie sur la DB par défaut, c'est dans le fichier content, hein, c'est pas dans le fichier workshop. Et de ce fait, on va les copier, elles vont apparaître avec leur vraie date, mais simplement cette date maintenant, il va falloir aller la modifier, tout en prenant garde à quelque chose aussi, c'est que si je modifie par exemple mon Tirreno 2013, je le modifie en 2018, il va y avoir conflit, puisque le 2018 il en existe déjà un. C'est pour ça que je parle des variants qu'il va falloir virer. Il faut aller les sélectionner pour... Alors après, si vous voulez les effacer, vous les effacez. Moi personnellement je les efface pas, parce que je sais que je peux les réobtenir n'importe comment, en allant sur une DB quelconque, mais je préfère les stocker que les effacer. Donc moi je crée un dossier dans lequel je vais stocker comme ça les variants concernés, voilà, ils sont oubliés, ils sont mis de côté, pour ensuite aller évidemment renommer les variants que j'avais déplacés. Donc dans un premier temps, on va renommer ce fameux Paris-Nice 2015, on va le renommer en 2019. Là encore, il y a du montage, hein, je n'écris pas aussi rapidement. Donc c'est un peu fastidieux, vous avez là 16 modifications de terminaison du nom du fichier à effectuer.
16 pour Paris-Nice, et on va le voir dans un instant, 14 pour Tirreno. Mais l'avantage, c'est qu'en 30 étapes, eh ben vous avez résolu d'autres problèmes, et vous avez quand même le variant que vous voulez sur chacune des deux courses. Donc c'est quand même pas non plus la mer à boire, hein. Le truc qui est pas infaisable, ça prend une dizaine de minutes en tout si on n'a pas l'habitude. Bon, voilà, on renomme correctement, et au final, on n'aura plus qu'à aller vérifier que tout ça a fonctionné. J'avais quitté la partie, je la réouvre, et je vais regarder quelles sont les étapes qui ont été remplacées. Tout va bien, on a le profil que l'on voulait, avec ce joli contre-la-montre à l'étape 8 du col d'Ez, là. On verra le comportement de Sam Oomen là-dessus, ça promet. Et puis un Tirreno Adriatico pour lequel je suis très très conscient de m'être tiré une balle dans le pied. Mais c'est ça qui rendra le truc encore plus intéressant. Parce que ça paraît à peu près impossible de faire top 5, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ce sera l'occasion de se confronter un peu. Et puis c'est pas grave si on remplit pas l'objectif, tant pis. Donc je propose de voir tout ça à l'épisode 16, puisque ce sera notre menu principal, Strade Bianche, Tirreno et Paris-Nice. Et puis avec surtout une période qui arrivera encore plus importante après avec les classiques. Mais ça, c'est pas un scoop. Voilà, je vous dis à plus. Bye bye.